Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Cet épisode sort des habitudes en raison de circonstances exceptionnelles. Alors que la direction de Stellantis change, je pense qu'il est temps de donner des arguments à ceux qui, concepteurs ou clients, ont été muselés pendant les années Tavares. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue technique et pointer ce qui ne va pas sur la i208 afin de donner une chance aux constructeurs de faire une meilleure voiture électrique. Et vous allez voir, ça tient parfois à très peu de choses. Avant de commencer cet épisode, je vais faire une petite mise au point. Tout le monde connaît mon opinion sur Stellantis. Du moins sur le Stellantis de Monsieur Tavares. Je tiens à être extrêmement clair sur ce point qui doit être compris à la lettre. J'avais exactement la même opinion au sujet de Renault sous l'ère Carlos Ghosn. Ce sont les hommes qui font l'entreprise et son image. Changer les hommes et changer la mentalité d'une entreprise, eh bien, vous avez quelque chose de différent et qui doit forcément être apprécié d'une autre manière. Si le changement de dirigeant démontre un changement de chemin pour le groupe, eh bien mon discours suivra. Et je n'en serai que plus heureux. Je n'ai aucun plaisir à bâcher une marque et c'est d'ailleurs pour cela que je n'ai jamais publié d'essai sur ces autos, même si j'en ai conduit plusieurs à de nombreuses occasions. Si je traite aujourd'hui de la i208 et de ses soucis, c'est surtout pour donner du contexte et une argumentation à ceux qui ont la main sur la définition technique et commerciale de l'auto, afin que les produits évoluent vers une meilleure voiture. Mais pas que. Lorsque l'on sait que la plateforme STLA est recarrossée à toutes les sauces dans les marques du groupe, faire des évolutions positives impactera beaucoup plus d'autos que la simple citadine au Lyon. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne parlerai pas de design, ou de présentation, ou d'ergonomie, parce que, ma foi, ça ne concernerait que la 208, et en plus, ce sont des critères qui sont plutôt subjectifs. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le propos. Pas plus, d'ailleurs, que la fiabilité de ces modèles. Je ne suis pas un expert en réparabilité, et je laisse des gens comme EV Clinique ou Revolt vous donner leur opinion. Et ce qu'ils font assez régulièrement d'ailleurs. Voyez donc dans cet épisode une critique constructive pour le bénéfice de tous, clients et constructeurs. Je remercie en outre toutes les personnes qui m'ont donné leurs infos, comme Nicolas qui a partagé ses mesures, Roland pour ses infos sur une voiture de plus de 60 000 km, Yann pour son analyse technique du pack batterie, et bien d'autres qui m'ont remonté des expériences et faits qui m'ont permis de créer cette vidéo. Bien, ceci étant dit, nous allons plonger dans les points qui peuvent être corrigés et qui pourrissent la vie des utilisateurs d'i208. Le premier contact qu'on a avec une auto est bien souvent le tableau de bord et les indications qu'il recèle. On peut les séparer en deux parties, la planche d'instruments et l'écran tactile regroupant les commandes. Pour la planche d'instruments, cela commence plutôt mal, en particulier pour la version de base. La jauge de charge est composée de barrettes peu précises, mais surtout anxiogènes. J'ai entendu plusieurs utilisateurs ne pas oser descendre en dessous du niveau de charge de la dernière barrette. Et la dernière barrette représente 20% de la batterie. Sur une voiture thermique, la précision de la jauge peut s'avérer aléatoire, mais elle est bien plus précise sur une électrique. L'afficher de la même manière dans les deux cas est donc anxiogène sur une électrique. Mettre un pourcentage clairement visible offre une meilleure idée de ce qui reste dans la batterie et devrait être systématiquement affiché, quelle que soit la version. Peugeot semble en avoir conscience puisque les i3008 sont dotés apparemment de cet affichage. Le problème pourrait être facilement résolu, du moins partiellement. Il suffirait d'adopter le tableau de bord des versions Allure et GT sur la version de base. Il est plus précis, même s'il n'affiche toujours pas en clair le pourcentage de charge en permanence. Autre possibilité d'amélioration à ce niveau, afficher des autonomies en situations diverses, comme chez Renault. En mettant l'autonomie prévisionnelle avec le niveau de charge actuel pour l'autoroute ou pour la ville, en plus du calcul en temps réel, permettrait de se donner une idée plus précise de quel sera le niveau de charge à destination, puisqu'en général, on sait à peu près quel type de route on va emprunter. Le deuxième point est l'interface présente dans l'écran central. Celle-ci est juste d'un autre temps, tout comme la procédure de mise à jour qui a été décrite dans un article d'Automobile Propre. Pour les menus liés à la propulsion électrique, deux choses sont à noter. On n'a quasiment pas d'informations pertinentes et on ne peut pas personnaliser le niveau de charge. On y reviendra d'ailleurs à cela dans une autre partie de cette vidéo, qui est très importante.
Le planificateur est aussi totalement inefficace. Au final, les utilisateurs seront heureux d'avoir Android Auto ou Apple CarPlay pour la navigation connectée en particulier. Prendre l'abonnement à Better Route Planner Premium et s'en servir de planificateur résout les carences de l'interface interne de l'auto. Mais devoir acheter un dongle OBD et payer un abonnement en plus est honteux pour une voiture de ce prix. Au niveau des solutions, Peugeot peut résoudre cela grâce à deux moyens. En interne, en faisant des corrections mineures ou en faisant appel à un système externe tout prêt. Cette solution me semble plus viable car elle est plus rapide que de reconstruire un système codé par de multiples intervenants. Pour le rendre agréable et utile, cela demanderait de reprendre les choses à la base avec une équipe dédiée, mais cela prendrait pas mal de temps. En intégrant Google Auto ou d'autres architectures similaires, il en existe sur le marché, et en particulier en Chine, et oui, encore eux, l'expérience utilisateur en serait grandement améliorée. De nombreux utilisateurs m'ont remonté plusieurs choses concernant le moteur, mais aussi un point particulier, sa propension à mettre en défaut le train avant de l'auto. Dès que l'adhérence n'est plus idéale, les patinages et autres ruades sont légion. La i208 n'est pas unique dans le domaine, et personnellement ça me rappelle les Kia e-Niro de première génération ou les Astra OPC des années 2006-2007. Ici, c'est la gestion de l'antipatinage qui doit être totalement revue, car contrairement à une voiture thermique, l'électrique délivre tout son couple dès les plus bas régimes. Il faut gérer le couple en temps réel et ne pas seulement avoir une gestion du patinage. On sent bien que le système ici est dérivé de la version thermique, sans même en avoir revu les paramètres. Si un système complet et plus réactif est nécessaire, il est possible de rectifier le micro-logiciel du boîtier qui gère cela en limitant par exemple le couple moteur sous les 15 ou 20 km/h. Ce ne serait pas parfait, mais en tout cas mieux qu'actuellement, et ce, sans perte de performance. Kia l'a très bien réussi sur la dernière version du Niro EV. Le moteur Vitesco qui équipe la voiture a fait ses preuves et se retrouve dans pas mal d'autres électriques dont les productions Kia. Il est refroidi, tout comme son électronique de puissance, par un circuit liquide. Le problème, ce circuit permet de renvoyer la chaleur dans l'habitacle ou dans la batterie en cas de besoin. Mais ce circuit est tellement compliqué qu'une bonne part des calories sont perdues en chemin. On verra dans le point suivant que ceci a une énorme importance pour les disparités que l'on voit entre l'usage en hiver et en été pour une 208. Ici, pas de réponse simple ou de reprogrammation, c'est dans la conception même de l'auto qu'il faut intervenir. Là, on entre dans un gros sujet. Le choix stratégique d'utiliser une plateforme prévue pour la voiture thermique débouche sur un résultat prévisible. STLA n'est pas une bonne plateforme, à cause des contraintes d'un design non prévu pour loger une batterie de traction. Regardez la forme du pack. Torturé et déformé pour être intégré au soubassement existant, on se rend compte en soulevant le capot de celui-ci que les modules sont loin d'être à l'aise. Certains modules sont placés en vertical, d'autres en horizontal, et certains sont même superposés. D'un point de vue électrochimique, cela n'a que peu d'importance. Mais l'uniformité thermique en prend un sacré coup. Lorsque la batterie chauffe, les modules sont soumis à des conditions de dissipation de chaleur différentes, et leur température est hétérogène. Or, cette température a une importance capitale pour les performances. Une cellule à la bonne température restitue plus d'énergie, tandis que si elle est trop chaude ou trop froide, elle a de moins bonnes performances. Cette différence va créer des déséquilibres électriques dans le circuit. D'autant plus que les modules sont connectés par des câbles de longueur différentes, et donc ayant des résistances différentes. On rencontre facilement des différences de 4 degrés et plus, mais surtout des déséquilibres de tension entre les cellules de 20 mV ou plus sur une voiture neuve. Pour une autre électrique, une telle différence indiquerait un problème, ou une batterie en très mauvais état de santé. On reviendra sur la gestion du vieillissement de la voiture un peu plus loin. Mais c'est l'une des causes des chiffres affolants de dégradation vus sur les modèles à plateforme STLA. Autre point sur la gestion thermique, le préconditionnement. Lors des charges rapides, avoir une batterie à bonne température est primordial. Avoir un réchauffage du pack dans l'auto permet une expérience de charge nettement plus agréable. Dans le cas de la i208, en hiver, il faut alors jouer un peu avec la voiture pour réchauffer le pack en roulant grâce à des sollicitations importantes si on ne veut pas charger à la vitesse de l'escargot. C'est ce qui arrive par exemple à Bertrand également sur son Kia e-Niro. En hiver, quand il fait froid, s'il joue pas un peu avec la voiture, elle va charger à 34 kW. C'est juste inadmissible. Au final, on ne peut pas faire grand-chose sur ce point sans tout changer sur cette batterie. Et c'est bien dommage.
Peugeot avait pourtant mis des bons atouts dans sa manche en utilisant les modules CATL à cellules prismatiques, certes chinois, mais de bonne facture. Ils les ont mal intégrés et surtout mal utilisés. Et c'est ce qu'on va voir dans la gestion électrique, cette fois-ci, de la batterie. Pour qu'une batterie fonctionne bien et surtout longtemps, il y a de bonnes pratiques à connaître. Et cela dépend du type de cellules qui sont dans votre auto. Si on doit charger une cellule LFP à 100% pour en calibrer le système de gestion ou BMS, ce n'est pas nécessaire pour les packs nickel, manganèse, cobalt. Dans les deux cas, pourtant, les tests en laboratoire démontrent que stocker n'importe quelle batterie lithium-ion à 100% est préjudiciable à sa durée de vie. On peut alors se poser la question pourquoi Peugeot ne propose pas de limiter la charge à 80% comme le font quasiment tous les autres constructeurs. En effet, elle a des batteries nickel, manganèse, cobalt qui ne réclament pas de monter à 100% pour être équilibrées. Donc, pourquoi ne pas limiter la charge afin de protéger la batterie sur le long terme? En fait, il y a un petit twist, mais ça, on va le voir en détail. Sur une batterie, la capacité est déterminée par des limites physiques. C'est ce qu'on appelle la capacité nominale. C'est la capacité de courant qu'on peut stocker en gardant les cellules au-dessus de la tension de briquage, c'est la tension en dessous de laquelle la cellule ne peut plus être rechargée, et au-dessous de la tension d'emballement à laquelle la cellule chauffe tellement qu'elle prend feu. Sur la i208, cette capacité nominale est de 50 ou 51 kWh en fonction des modèles. Les constructeurs prennent logiquement une petite marge de manœuvre. De 50 et 51 kWh, la i208 passe à 46,3 et 48,1 kWh utiles. Mais ce n'est pas un cas unique, c'est même une généralité. Ma Tesla Model S passe aussi de 81,5 kWh à 77,5 utiles pour une voiture neuve. Par contre, il y a différentes manières de faire. On peut établir la limite de 3 manières, soit en limitant la charge, soit en limitant la décharge, soit en limitant les deux. Pour ma Tesla, ce sont les deux limites qui ont été utilisées. Le buffer bas, la limite à la décharge, est de 4 kWh. Donc quand vous affichez 0 au tableau de bord, il reste encore 4 kWh dans la batterie, et il est possible de taper dedans en cas de besoin. Donc lorsque vous n'avez plus d'autonomie affichée, vous pouvez encore rouler 30 km environ. Comme l'a démontré un essai de mon collègue Max BLD, la i208 est bien totalement déchargée lorsque l'autonomie indique 0, et la voiture s'arrête. En charge maxi, sur ma Tesla qui est une 75D avec une batterie de S85D, ouais, je vous rassure, hein, c'est d'origine, je l'explique dans cette vidéo, vous pouvez aller la regarder. La voiture indique 100% de charge à 92,9% réel et s'arrête de charger. Eh bien pour la i208 c'est pareil, Peugeot a mis en place un buffer haut qui limite la charge, tout comme l'a fait Kia Hyundai. Mais finalement pourquoi faire ça? En utilisant la batterie à 100%, Peugeot aurait pu avoir de meilleurs chiffres WLTP. En fait, la réponse arrive bien vite si vous utilisez un logiciel type Car Scanner. En mesurant la santé de la batterie lorsque la voiture est neuve, on voit un SOH, ou état de santé en anglais, de 103,31%. 14 000 km et 8 mois plus tard, la mesure reste identique. Ce résultat est physiquement impossible. Une cellule lithium-ion se dégrade en effet très vite au début de sa vie, pour se stabiliser ensuite si elle est gérée correctement. Il y a donc un truc. C'est en faisant un petit calcul rapide qu'on découvre où se trouve la petite perfidie de Stellantis. Si on fait 46,3 divisé par 50, on obtient 92,6%. C'est le niveau de charge que devrait indiquer la mesure de Car Scanner, tout comme ma Tesla indique 92,9%. Or, elle indique 99,99%, valeur mesurée sur le BMS, donc le système de gestion de la batterie. Cela signifie donc que le SOH de la batterie neuve est de 107,4% par rapport à la capacité utile. En mettant des bornes de mesure artificielles dans le BMS, on ne note aucune dégradation tant que le SOH réel ne descend pas à 103,31%. Or, c'est précisément ce qui s'est passé pour l'exemple que je viens de vous montrer. Et puisqu'à un peu moins de 20 000 km, ça a commencé à baisser. Du coup, la mesure de 102,25% ne représente pas 1% de dégradation, comme on pourrait le penser, mais bien 8,4% réel. Or, cette dégradation continue, puisque la batterie est mal gérée. Et voici la mesure sur une i208 de 3 ans avec 36 000 km et un SOH de 92,94%, soit près de 15% de dégradation. De nombreux témoignages sont encore plus alarmistes, et 20 à 25% de dégradation réelle sont des chiffres qu'on trouve fréquemment sur des Stellantis STLA de 60 à 100 000 km.
Utiliser un buffer haut et un bornage de BMS permet de masquer la dégradation au client et donc de limiter la prise en charge sous garantie. En mettant la barre à 70% de SOH mesuré, la prise en charge ne se fait qu'en réel à 63,6%. De plus, lorsqu'on revend une i208 avec un certificat de santé batterie, le chiffre affiché est biaisé. Rassurez-vous, c'est pas les seuls à l'avoir fait. Kia utilise exactement le même système pour afficher le SOH de ses batteries. Résoudre ce souci est surtout une question d'honnêteté et d'humilité, car cela n'est pas trop compliqué techniquement. Et en plus, cela permettrait de mieux préserver la batterie en mettant par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la limite de charge à 80%. Ça éviterait d'avoir une dégradation trop importante, même si les conditions dans lesquelles la batterie travaille sont loin d'être idéales. Introduire une limite de charge réglable pour l'utilisateur qui n'a pas besoin de toute l'autonomie au quotidien et passer d'un buffer haut à un buffer bas qui permet, comme chez Tesla, d'aller au bout de l'autonomie affichée en ayant encore une petite réserve de secours me semble une évidence. Tout ceci peut être fait de manière logicielle ou avec peu de changements de pièces sur les nouveaux modèles. Donc ça, c'est une bonne piste pour sacrément améliorer la voiture. En fait, le problème principal de la plateforme STLA, tout comme celui de la majorité des autos électriques de Stellantis, est qu'elles ont été pensées comme des thermiques. Les décideurs devaient penser que l'électromobiliste, c'est juste un automobiliste un peu benet qui ne sait pas appréhender le changement. Ainsi, certains groupes comme Stellantis proposent des autos électrifiées et non des VE aboutis. De plus, ils vont singer les thermiques dans l'usage pour ne pas trop perturber leurs clients et passer à côté d'énormes avantages dans l'utilisation d'une voiture électrique. En effet, la voiture électrique, pour être efficace et agréable, doit avoir été conçue avec un minimum de perspicacité et de conscience de ce qui fait la différence entre les deux modes de propulsion. Dans une électrique, récupérer toute la chaleur dans le moteur ou la batterie pour seconder le système de chauffage est une évidence. Si l'insonorisation peut être plus légère que pour une thermique, le soin qu'on doit apporter à l'isolation thermique doit être décuplé, afin d'éviter de gaspiller des calories qui coûtent à l'autonomie. Verre athermique ou soins dans les jointures de caisse ne sont pas des lubies à la mode. Cela participe aussi à l'efficience générale. La i208 est certes équipée d'une pompe à chaleur, mais celle-ci est bien trop faible, en particulier pour les périodes froides. Sous les 7 degrés, ce sont les résistances qui vont apporter de la chaleur. Et sucer tous les électrons qu'elle trouve. Ce ne sont que des exemples, mais il y a des dizaines de choix qu'ont fait les décideurs de Stellantis qui rendent leurs autos moins bonnes que la concurrence. Et c'est en grande partie parce qu'ils sous-estiment la capacité d'adaptation des clients. Je suis souvent sur les pages et groupes de voitures électriques, et ce que j'y vois est édifiant. Tout le monde a entendu un truc, une idée juste ou fausse sur la voiture électrique. Ceux qui sautent le pas ou veulent le faire demandent des éclaircissements dans ces groupes. Et là où je trouvais que les communautés hors Tesla étaient peu informées auparavant, eh bien je me rends compte que ce n'est plus le cas aujourd'hui. La différence s'amenuise grandement. Et des gens qui connaissent la voiture électrique aujourd'hui diffusent leur savoir sur ces groupes. Stellantis devrait embaucher des personnes pour suivre ces groupes et faire de la veille informationnelle. Ce serait beaucoup plus efficace que de filer des bagnoles à des journalistes qui n'y comprennent rien. Cela permettrait de mieux orienter les choix techniques en fonction des besoins et des envies des clients, mais aussi de répondre aux attentes et aux inquiétudes. Tesla l'a fait depuis le début et d'autres le font aussi. Il existe énormément de fonctionnalités qu'on a aujourd'hui sur les Tesla qui sont issues de demandes des réseaux sociaux. Renault en fait de même depuis quelques années, tout comme Geely, Xpeng et bien d'autres. On voit ce que cela donne en comparaison des obtus qui pensent encore en termes d'électrification et non de voitures électriques. Pour conclure cette vidéo, il reste une chose à préciser, et elle est importante. Lorsque la i208 est sortie, elle a fait un malheur en termes de vente en France. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle ne ressemblait pas à une électrique, et qu'elle était plus fun à conduire que sa concurrente, la Zoé. Techniquement et à l'usage, la Zoé était vieillissante. Mais elle était largement meilleure, plus facile à utiliser et surtout plus durable que la Peugeot. En inondant le marché d'un véhicule jetable dont les prestations sont à des années-lumière d'une électrique bien conçue, Stellantis a fait énormément de mal à l'image de la voiture électrique en général. Combien ont été écœurés, constatant que les défauts qu'on leur avait dit de la voiture électrique se sont avérés vrais. Ce qu'ils ignoraient par contre, c'est que ce n'était pas une généralité, mais bien un problème du modèle, et non pas un problème de la voiture électrique. Regardez les articles anti-VE. Ils prennent souvent des i208 pour faire l'exemple que rouler en électrique c'est pourri. S'ils le faisaient avec une Tesla ou avec une voiture bien conçue,
c'est sûr que ça n'aurait pas la même saveur. Et surtout, la voiture se comporterait bien mieux que ce qu'ils essayent de démontrer. Je termine avec une petite réflexion qui devrait vous illustrer ce que l'avenir pourrait réserver à Stellantis. La Renault Zoé a été conçue pour être une électrique bénéfique, mais bénéfique à Renault, pas aux clients. Entre le système de charge exclusivement à la norme Renault Z2 au début, la location de batterie et une conception basique nécessitant des entretiens ou des mises à jour pour entretenir l'autonomie de la voiture, la Zoé de 2013 n'était vraiment pas une bonne voiture. Elle a bien évolué jusqu'à la Zoé 2, aussi bien dans sa technique que dans ses côtés pratiques. Elle a aussi évolué dans sa philosophie, avec une recharge sur prise domestique et plus de location de batterie. On donnait le choix aux clients. Tout ceci a été possible grâce à une évolution des mentalités chez Renault. L'arrivée de Luca De Meo a permis à Renault d'ouvrir ses électriques à des changements importants qui en font aujourd'hui des autos aux prestations adaptées à leur clientèle et surtout des autos durables, pratiques et fun. Qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, l'esprit humain. Et sur ce point, n'oublions pas que la première Zoé, l'Affluence et les premières électriques de Renault ont été conçues sous le règne de Carlos Ghosn, qui voulait encaisser les économies faites par le client, mais aussi avec l'aide de son second, encore plus attiré par le profit, Carlos Tavares. Espérons que son départ sonne la renaissance des marques du groupe Stellantis pour le bonheur de ses clients, de ses employés, et même à long terme, de ses actionnaires. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!